Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nouveau test sur la chaîne, le Garage PTS, test qui va concerner une bonne voiture des familles françaises, un succès de la fin des années 2000, de la deuxième partie des années 2000 jusqu'à la première partie des années 2010. On l'aura peut-être reconnu, enfin en tout cas vous l'aurez peut-être reconnu, c'est le Citroën C4 Picasso. Alors pour revenir un petit peu, puisqu'on ne l'a jamais présenté sur la chaîne, le C4 Picasso est sorti dans sa version 7 places, donc avec l'arrière un petit peu plus carré et donc avec 7 sièges à l'intérieur en novembre 2006. Sorti le C4 Picasso qui était un véhicule très attendu des familles à ce moment-là et des citroënistes en particulier, puisque si on voulait un monospace à l'époque, on avait le choix entre soit le Scénic 2 encore en 2006, soit le Zafira, soit le Touran. En tout cas pour les versions les plus courantes. Après il y avait des véhicules un petit peu moins populaires comme les Corolla Verso, mais on va dire que le marché était dominé, ou le Multipla qui est très populaire dorénavant, mais le marché était essentiellement dominé par les Scénic, les Touran, les Zafira, les C-Max dans une moindre mesure. Et donc Citroën arrive en septembre 2006 avec sa version 7 places, ou octobre 2006 avec sa version 7 places sur ce segment très porteur à l'époque. Aujourd'hui on est plutôt dans la mode du SUV. À l'époque c'était le monospace qui était la voiture maître. Et donc en 7 places le C4 Picasso, et un tout petit peu après en 2007, en début d'année 2007, la version 5 places est sortie avec ce design qui reste très Citroën, mais en même temps très moderne à l'époque. Les gens aimaient beaucoup le style de cette voiture, il l'avait plutôt réussi. Il faut comprendre aussi qu'à l'époque chez Citroën, le monospace compact c'était le Xara Picasso, et le Xara Picasso était déjà moche quand il est sorti, et donc évidemment quand il est sorti en 98 c'était déjà une moche voiture. Et donc il faut comprendre qu'en 2006 le Xara Picasso était vraiment une bagnole faite pour des gens qui cherchaient éventuellement un peu de confort, mais surtout qui n'avaient aucune envie esthétique. Alors bon, moi le monospace c'est pas forcément ma tasse de thé, mais il faut reconnaître que par rapport à tous ses concurrents de l'époque, c'est peut-être celui qui a le design le plus réussi, avec ses grands phares à l'avant, sa grosse calandre assez affirmée. Et là aussi pour lui un avantage assez certain, ça va être une petite particularité esthétique. Ce C4, j'allais dire Xara Picasso, ce C4 Picasso dispose de très grands phares sur la carrosserie, une calandre assez proéminente, des très gros rétroviseurs, une surface vitrée assez importante, avec un petit détail, une surface vitrée qui descend encore un peu plus pour les passagers arrière, et quelques détails esthétiques voulant donner un peu de qualité supérieure. Ils ont commencé à vouloir mettre un peu de lac ici pour faire une continuité de style, et du coup ça donne un style beaucoup plus complet. Ce qui est dommage, c'est qu'ils l'ont fait là, mais ils l'ont pas fait là ni là, et ça ils l'ont fait bien après, sur la génération d'après. Il me semble que c'est laqué. Petite économie qui n'avait pas lieu d'être a priori sur une voiture de ce niveau là, malheureusement, mais voilà, ce qui est dommage, c'est qu'après toutes ces années, on voit tout de suite que là il y a des montants de porte, et là aussi, alors que là, cette partie là, on voit tout de suite moins qu'il y a du plastique. S'ils avaient fait ça sur toute la longueur, la voiture aurait grandement gagné en termes de design. Donc voilà, le C4 Picasso était plutôt réussi à l'extérieur. Il attirait beaucoup l'œil, mais également à l'intérieur. À l'intérieur, ils avaient fait quelque chose de presque formidable pour une Citroën à ce moment-là. Faut comprendre que Citroën, au milieu des années 2000, pour ceux qui ne le savent pas, il venait de sortir la C4 en 2004, donc la C4 première génération, dont le tableau de bord s'inspire un petit peu en termes de design, de manière générale. Il y a quelques éléments qui sont repris, et le style Citroën avait révolutionné à ce moment-là avec la C4. Par contre, le reste de la gamme, c'était Xara Picasso, c'était Berlingo, c'était C5, le C8 qui était un petit peu différent, mais parce qu'il avait une plateforme commune avec d'autres marques. Mais voilà, C5, Berlingo, Saxo c'était fini, mais la C3, C2 c'était pas non plus la folie furieuse, malgré que elles avaient un style et une personnalité bien propre à elles.
Mais voilà, dès qu'on avait un peu d'enfants ou qu'on était un petit peu âgé, c'était Xara Picasso, c'était C5. Et c'était, on sortait de la Xara Break, qui est sortie jusqu'en 2005. Enfin, voilà, il n'y avait rien de fabuleux en termes de design. Il y avait même encore le C15 qui a poursuivi un petit peu sa carrière jusqu'en 2006. Donc voilà, on avait des voitures qui étaient moches. Et on avait aussi la C6 qui allait sortir. Et donc, elle fait partie de ces premières Citroën qui ont eu une amorce esthétique et une nouveauté esthétique qui a apporté un grand coup de frais. Et c'était d'autant plus inattendu de cette marque qui a toujours été plus que classique, trop raisonnable. Et donc ce C4 Picasso, quand il est sorti, voilà, on avait alors il y a le mode économie d'énergie qui est actif, donc on va démarrer le véhicule, mais on avait ce compteur central repris du concurrent Scénic. Ils ont compris que c'était sympa, mais aussi du Xara Picasso qui avait déjà cet équipement là. On avait différentes informations. Sur la version exclusive, on avait la possibilité d'avoir le compteur de vitesse d'une autre couleur. Là, il est uniquement de couleur orange. Quand je l'éteins et que je remets ça, parce que ah non, les feux sont toujours allumés. Si je coupe les feux, voilà, on a un éclairage orange qui est un peu supérieur. Sur les exclusives, il était bleu. Et quand on avait l'écran GPS, il était à ce niveau-là. Enfin bref, on avait une grosse innovation au niveau du compteur. On avait la poignée de frein à main qui était en haut, on avait un dégagement de dessin de tableau de bord qui était plutôt pas mal. La qualité des plastiques est par contre elle beaucoup plus médiocre, beaucoup plus modeste de manière générale, mais quand c'était neuf à l'époque, ça ne se voyait pas comme très souvent chez PSA. On avait les deux grandes boîtes à gants qui sont elles aussi de mauvaise qualité de chaque côté du tableau de bord. On avait une boîte à gants réfrigérée, on avait la reprise du volant à moyeu fixe de la berline C4 qui venait de sortir 2 ans auparavant avec le regroupement des commandes. Autre innovation esthétique, je dirais, bien que c'est pas une première mondiale non plus. Encore une fois, il y avait d'autres modèles genre l'Espace 4 qui avait déjà ce type de choses, mais la commande de climatisation, et même l'Espace 3 d'ailleurs, qui avait déjà la commande de climatisation sur la porte avec voilà, la clim automatique sur cette version pack ambiance, parce que celui-ci c'est un pack ambiance. Il y avait plusieurs niveaux de finition. Tout à l'heure j'ai parlé d'exclusive, l'exclusive étant la plus haute, c'était une voiture en HDI 110 chevaux comme ici présenté, puisque en fait j'ai oublié de présenter la voiture. C'est un C4 Picasso HDI 110 pack ambiance. On démarrait avec la version de base, ensuite on avait la version pack, ensuite on avait la pack ambiance. Sur la pack ambiance on retrouvait la clim automatique, le frein à main automatique, et au-dessus de la pack ambiance on avait la version exclusive qui elle apportait un certain nombre de raffinements, style phare xénon, des chromes supplémentaires sur la carrosserie, le compteur bleu. On avait un éclairage d'ambiance dans les portes et en bas du tableau de bord que celle-ci n'a pas. Donc les versions exclusives étaient vraiment le modèle supérieur. Là, celle-ci avait déjà quand même un équipement assez complet, donc avec la climatisation avant-arrière et gauche-droite, enfin avec deux écrans déportés. Donc ça a été repris de l'Espace, puisque le Renault Espace, en fait, je veux dire beaucoup de choses avec cette voiture et du coup je me perds un peu. Donc on va reprendre un petit peu. Le C4 Picasso était très attendu, et en plus de ça, comme ils ont mis beaucoup de temps à le faire, ils ont pioché des idées, les bonnes idées de tous les concurrents, plus ou moins. Donc ils ont repris ça de leur Xara Picasso qui marchait plutôt bien, mais ils l'ont amélioré, puisque le Scénic 2 avait amélioré les informations. Le Xara Picasso, il y avait quasiment rien, il n'y avait pas de contour, la jauge à essence c'était ridicule, enfin les graphismes étaient très moches. Ils ont repris ça, ils l'ont amélioré, ils l'ont monté à la sauce Scénic 2. Ils ont repris le volant de la C4 qui était plutôt novateur et ça faisait parler, donc ils ont pris ça. Ils ont pris ça aussi de la C4, c'est le parfumeur d'ambiance. Ils ont pris cette planche de bord assez épurée comme les Renault Scénic, qui étaient beaucoup plus épurées que les planches de bord de Xara Picasso. Ils ont repris ça des Renault Espace avec les commandes à droite et à gauche, alors que les C8 c'était une commande qui avait à côté du levier de vitesse comme les 806 auparavant, donc c'était moins bien. Le grand dégagement ici repris aussi du Scénic 2.
Donc voilà, ils avaient pris beaucoup d'idées, on va voir après à l'arrière, puisque les monospaces c'est aussi pour l'arrière. Ils ont pris aussi beaucoup de choses du Scénic 2 et de Renault, qui est la référence du monospace depuis toujours. Et donc le pack ambiance, en plus de la clim automatique, du volant moyeu fixe, régulateur de vitesse, ordinateur de bord, phare essuie-glace automatique, on avait droit au rétroviseur rabattable, aux 4 vitres électriques, à un intérieur velours. Donc on avait un équipement qui était plutôt correct. Et sur le C4 Picasso aussi, on avait un agrément que n'avaient pas les autres. Par contre, et ça c'est une innovation propre à eux, c'était ce fameux pare-brise qu'ils ont appelé Zénith ensuite sur la C3 de deuxième génération, avec le coulissement. Donc là, ça c'est un plafonnier standard de voiture. Toutes les voitures ont ce type de pare-brise. Et là, on est tout de suite moins dans la lumière. Sur le C4 Picasso, on a ce double système de coulissement et on a donc cette surface vitrée qui monte très haute, et en plus de ça on pouvait rajouter le toit panoramique qui apporte encore plus de lumière sur ce véhicule. Et donc pour rabattre après le pare-soleil, il suffit de pousser et de pousser, et là on a un pare-brise standard. Mais quand on est comme ça, quand on est à l'avant, c'est extrêmement agréable, ça apporte beaucoup de lumière, et ça ils ont convaincu. C'est pas grand chose, hein, mais il fallait juste y penser, et ils ont convaincu une tonne de clients juste avec le pare-brise. Les mecs, ils se disaient, je sais pas, le mec qui avait un Xara Picasso ou un Scénic 1 ou un Touran, qui voulait faire reprendre, voilà, pour acheter une nouvelle voiture, il arrivait dans le hall où il essayait la voiture, il voyait son pare-brise, il remontait dans sa voiture, il dit non mais moi je veux un C4 Picasso, et donc il signait juste avec ça. C'était vraiment une bonne trouvaille, une bonne innovation. C'était les petits trucs en plus. En plus de ça, donc la surface vitrée très importante, hein, sur le C4 Picasso, un rétroviseur avec une très bonne visibilité également vers l'arrière, et donc le triple vitrage apporte une surface vitrée très importante. Là on peut le voir, hein, c'est grosso modo à la hauteur de ma tête ce qu'on voit. Et sur la partie arrière c'est pareil, on a pour une voiture moderne un très bon champ de vision. Et encore une fois, sur celle-ci, on n'a pas l'option toit panoramique. Ensuite, le confort du siège, on est dans une Citroën, c'est très important, et il est très bien. Le confort du siège, il est suffisamment long, le maintien latéral est plutôt très correct, on a un accoudoir qui est réglable, le siège est quasiment sans faute. Le seul problème qu'il a, c'est qu'il retient les poils, et ça c'est plutôt dommage, mais ça c'est la qualité de la matière qui fait ça, donc ça c'est plutôt embêtant, c'est plutôt contraignant, je trouve, de ce côté-là. Et le C4 Picasso, on pouvait l'agrémenter aussi d'énormément d'options diverses et variées, comme tout à l'heure j'ai parlé du toit panoramique ou de l'écran GPS qu'on pouvait mettre ici. Et donc à l'arrière, ils ont étudié ce qu'avait fait le Renault avec le Scénic 2, et ils se sont dit il faut qu'on fasse mieux. Et comment faire mieux que le Scénic 2, puisque le Scénic 2 en fait, ce qui était bien, c'est qu'il avait 3 sièges, mais celui du milieu était un tout petit peu plus petit que les deux autres, et surtout pour obtenir de la place dans le véhicule, il fallait enlever les sièges. Donc il fallait laisser dans le garage machin, le mec qui a pas de garage ou qui habite au 4e et tout, un peu chiant pour manœuvrer ça. Donc ils se sont dit faut qu'on fasse un système entre le Scénic 2 et le Zafira, qui lui pouvait garder ses sièges dans le véhicule, mais les sièges du Zafira étaient inconfortables. Ils avaient aussi une problématique de largeur au centre, et en plus de ça, en plus de ces deux problèmes, c'est que la manipulation était plutôt contraignante, on va dire, sur cette voiture. Alors que là, ils ont fait un système avec une corde, je fais ça et le siège se plie, ça prend 2 secondes. Et on peut faire ça sur les 3 sièges, en plus ils sont coulissants et tout. Enfin, avec ça, ils ont tué aussi le marché, en plus du pare-brise. Par contre, voilà, quand c'est réglé pour ma position de conduite, évidemment, l'appui-tête gêne. Et donc, voilà, juste en faisant un design plutôt pas mal et quelques améliorations bien senties, bien pensées, ils ont réussi à faire une voiture avec un succès certain. L'espace à bord, plus que correct. Puisque là, je m'assois à l'arrière de la voiture. Alors c'est vrai que le confort du siège est moins bonne qu'à l'avant.
À l'avant, on est plutôt très très bien installé dans ce véhicule. À l'arrière, c'est un peu plus serré. Et c'est vrai qu'on a le coude qui est quand même assez facilement dans la porte. Donc ça aussi, c'est plutôt dommage. On a une largeur au coude qui est assez moyenne. Malgré tout, on a quand même 3 vraies places. Donc on peut tenir à 3 sans aucun problème dans cette voiture. Il n'y a pas de souci pour ça. En plus de ça, on a, petite attention, une climatisation qu'on peut régler soi-même à droite et à gauche. La tablette arrière est de meilleure facture que sur le Scénic 2. Donc ils ont pris le temps de le faire, mais ils l'ont fait mieux que le Scénic 2, je trouve, sur beaucoup de points. Le pare-soleil intégré sur le côté plutôt que vers le bas. Voilà, ici, tac. Donc il y a beaucoup de choses qui font que c'est mieux que le Scénic 2. Après, le Scénic 3 a corrigé, mais je crois que le Scénic 3 n'a pas fait véritablement d'innovation supplémentaire, contrairement au Scénic 2. Mais voilà, le Scénic 3 a été quand même aussi un très bon véhicule. On verra ça à un autre moment quand on le présentera. Donc voilà, ils ont fait quand même beaucoup de choses pour ce C4 Picasso, et ce qui a expliqué donc l'engouement général pour ce véhicule, et c'est à juste titre tout à fait logique. Il y a rarement eu, je pense, de voiture avec autant d'innovation d'un coup, et ce qui montre bien que quand on prépare et qu'on prend le temps de bien préparer une voiture et qu'on la sort pas une fois qu'on en sort une tous les 5 ans, machin, on n'a pas le temps de préparer la voiture. C'est juste des petites évolutions. Là, ils ont mis 7-8 ans facile, et ils l'ont bien réfléchi, et ils ont réussi à faire quelque chose de plutôt pas mal. Je suis en train de descendre la fenêtre pour faire comme d'habitude les mesures. Donc on peut voir, sécurité enfant oblige, que la fenêtre ne descend pas jusqu'en bas. Elle a un grand déport, je dirais. 1,92 m, ce qui est plutôt très très correct. Et en longueur, et donc on a 60,6, on a quasi 61 cm en longueur. Le coffre pareil, on va avoir un coffre qui va être assez correct. La valeur minimale est à 70 en longueur, et la largeur est à 106, 107 quasiment. Donc c'est plutôt pas mal en termes de disponibilité d'espace à bord. On a beaucoup de place. On a un confort qui est somme toute tout à fait correct a priori. On a une visibilité qui est très bonne, un niveau d'équipement qui est plutôt pas mal. Donc c'est plutôt bien de ce côté là. Et en termes de motorisation, donc à l'époque le diesel remportait largement les faveurs de tous les consommateurs de véhicules, évidemment. Donc celui-ci était le moteur d'entrée de gamme, c'est-à-dire l'Inlisys HDI 110 chevaux, qu'on pouvait accompagner soit de la boîte manuelle comme ici en 5 rapports, soit de la boîte BMP6, boîte manuelle pilotée à 6 rapports, qui elle souffre de 1000 maladies en plus de ne pas être agréable à l'utilisation. Mais bon, on va pas en parler aujourd'hui, puisque aujourd'hui c'est la version manuelle qui nous intéresse. Et on pouvait avoir en version supérieure la 2 litres HDI, uniquement soit en BMP6, donc toujours pareil, la boîte manuelle pilotée à 6 rapports, soit la vraie boîte auto, la BVA6 classique. Donc pareil, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais là aujourd'hui donc c'est l'Inlisys HDI 110, le moteur d'entrée de gamme, et on va voir si ce moteur fait vraiment entrée de gamme ou si on bénéficie malgré tout d'un confort d'utilisation certain. Voilà, merci à vous, à tout de suite.
Donc nous voici donc au volant 4 Picasso HDI 110. Donc voilà, hein, encore une fois, à l'avant, le confort du siège est très bien. C'est d'ailleurs la première chose qu'on remarque avec ce pare-brise Zénith, très grand. On voit vraiment, on a un bel éclaircissement de paysage. C'est plutôt très agréable. Ceci est plutôt très agréable, hein, d'avoir cette très bonne visibilité. Et le silence de fonctionnement pour un... Voilà. Alors ça, c'est les saveurs des Picasso. J'en parlerai dans la fiabilité. C'est la sensibilité du capteur de présence de passagers qui est plus que sensible sur nombre de Picasso. Donc il faut accrocher la ceinture et au moins le capteur se tait. J'ai envie de dire. Madame a le pneu crevé, c'est bien. On ne doit pas s'en rendre compte, j'imagine. Donc au ralenti, le silence de fonctionnement est plutôt agréable, hein, c'est bien. Mais c'est accompagné aussi du confort du siège et de ce pare-brise, comme je disais. Donc ça, c'est beaucoup de bons points sur ces voitures. Et dès qu'on accélère un petit peu, par contre, on a le niveau sonore et le bruit caractéristique du moteur des V6 qui se fait entendre légèrement dans l'habitacle. Malgré tout, il faut en être tout à fait conscient. Après, a priori, la tenue de route souffre d'aucune critique particulière. On va simplement essayer de pouvoir effectuer nos mesures d'accélération habituelles en partant de 50 pour déguster l'agrément. Donc il n'est pas très vif, hein. Évidemment, on sent qu'on est sur le moteur d'entrée de gamme. Mais malgré tout, il n'est pas non plus ridicule, il n'est pas non plus lent. On n'a aucune prétention sportive. Là, on est seul à bord par contre. On n'a pas de bagages, on n'a rien, on n'est pas en côte. Le moteur est vraiment limite. Hein. C'est vraiment un moteur qu'il faut conduire de manière souple et à n'attendre aucun agrément de conduite particulier. Pour un diesel, je trouve qu'il n'est pas très coupleux, ce moteur diesel 110. Donc il est juste suffisant pour l'utilisation qu'il en fait. Et c'est un moteur de bon père de famille. Donc si vous avez une conduite très coulée, c'est tout à fait correct. Par contre, ce qui est dommage et ce qui gâche un peu l'expérience de la voiture, bah, c'est le niveau sonore qui a tout de suite un petit peu tendance à monter, à être un peu supérieur. Là, on est à 2000 tours en cinquième, on est autour de 90 km/h et on a un bruit assez récurrent de diesel, un petit fond sonore. C'est d'autant plus dommage que j'ai expliqué qu'il y avait beaucoup de choses très confortables sur cette voiture. Mais en plus de ça, les bruits de roulement et les bruits de vent sont plutôt très bien maîtrisés sur cette voiture. Ce qui fait qu'on a tendance à vraiment trop entendre ce moteur et c'est vraiment dommage. Et à contrario, là on ne peut pas le faire puisqu'on n'est pas sur des routes limitées pour ça. Mais à 130, le bruit du moteur va être un peu masqué par les bruits de vent. On l'entend moins qu'à 90, je trouve personnellement. Mais on a... voilà, autour de 90-110, un fond sonore de diesel qui est pas des plus agréables, je trouve. Et c'est le genre de défaut qu'on va noter directement quand le reste des choses est plutôt bonne. Le défaut peut vite se remarquer, je trouve.
Après, pour le reste, la commande de boîte est plutôt bonne, il n'y a rien de très particulier à signaler. La direction aussi, elle est plutôt même plutôt très bonne. Elle reste suffisamment ferme. Elle n'est pas trop souple. Le Scénic 2 a une direction trop souple, je trouve. Le fait d'avoir voulu mettre 3 sièges indépendants et de même taille à l'arrière, ils ont été obligés d'augmenter la largeur de la voiture. Donc les roues sont plus espacées. Donc ce qui fait que ça augmente considérablement la qualité de la tenue de route de cette voiture. Alors elle a tendance encore à prendre un peu de roulis. Mais par contre sur les petits enchaînements elle est plutôt agréable pour un monospace. Par contre il y a quelque chose qui est assez fréquent sur le C4 Picasso de manière générale, et c'était déjà le cas sur le Xara Picasso. C'est un véhicule qui prend beaucoup de prise au vent. Dès qu'il y a du vent latéral, on le sent beaucoup sur cette voiture. On le sent beaucoup plus que sur un Scénic 2 par exemple ou un Scénic 3, ce qui est assez désagréable. Je trouve moi personnellement, elle a une sensibilité au vent latéral qui est assez dommage malheureusement. Donc c'est quelque chose à prendre en compte si vous avez ce genre de sensibilité qui vous gêne. C'est une particularité je trouve des monospaces Citroën dans leur ensemble. Sinon pour le reste franchement si on ne parle pas de la fiabilité générale de la voiture, si on parle vraiment du modèle en question, je ne vais pas dire que c'est un modèle parfait dans les monospaces, mais on obtient quand même de très bons résultats partout. On a une voiture suffisamment spacieuse vis-à-vis de l'encombrement extérieur. On est pas rachot sur l'équipement. Le moteur, bon, de toute façon, c'est pas la priorité de ce type de voiture. Par contre, reste assez économique au quotidien. Là, en ayant une utilisation Île-de-France avec quelques bouchons, etc., on est à 6 litres au 100. On peut évidemment descendre en dessous ce type de consommation si on a une conduite très coulée. On aura du mal à monter au-dessus de 6,5 par contre. Donc ça reste globalement assez économique, hein, malgré tout, malgré le fait que le diesel aujourd'hui soit plutôt cher. Et voilà, donc on a un ensemble sur cette voiture qui est tout à fait harmonieux, tout à fait intéressant, et d'autant plus harmonieux et intéressant que aujourd'hui c'est des monospaces qui s'échangent à prix très doux, ce qui n'est pas le cas de nombreux véhicules. C'est une voiture qu'on peut acheter pour quelques milliers d'euros. Alors quand c'était neuf ça valait plutôt très cher, mais comme c'est une voiture qui a une fiabilité assez aléatoire, on va dire, en fonction des modèles, surtout sur les versions haut de gamme, et ça lui autorise une mauvaise image de marque, puisque aussi associé à Citroën qui n'a pas l'image de marque de Peugeot par exemple, qui elle fait maintenir des cours très très élevés à ces voitures de manière générale, ce qui fait qu'aujourd'hui pour 4-5 000 euros on s'achète un C4 Picasso comme celui-ci avec voilà, un état tout à fait correct par rapport à son âge et son kilométrage. Donc je pense pas que ce soit un choix à négliger, mais par contre c'est un choix à prendre, je pense, mais sur un modèle comme celui-ci assez basique, assez standard, parce que dès qu'on va prendre des boîtes BMP6 c'est une catastrophe, dès qu'on va avoir une exclusive avec les suspensions pneumatiques c'est une catastrophe. Il y a beaucoup de choses qui le pénalisent, et ce qui fait que ça fait baisser la cote de manière générale de ces voitures, bien plus qu'un Scénic, un Touran ou même un Zafira, qui est pourtant pas meilleur en termes de fiabilité. Donc je pense que malgré tout c'est un choix à prendre en compte, mais sur des modèles de base comme celui-ci, pour éviter un certain nombre de problèmes potentiels. Voilà.
Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo sur la chaîne Le Garage PTS. Merci encore pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter Le Garage PTS sur Facebook, YouTube et Instagram. Merci à vous, à bientôt.